Bon, il pleut, il fait froid, et on est confiné, c'est l'horreur. D'accord? Bon, bonjour quand même. On va essayer de faire face. Et pour nous y aider, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être quand vous regardez ces vidéos, ce que je dis vous pose-t-il quelquefois problème. Dans ce cas-là, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous m'envoyez un courriel pour me poser telle ou telle question. Et dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que au début de la vidéo suivante, eh bien, j'essaierai d'y répondre, hein. Que ce soit des questions de compréhension, parce que je n'ai pas été assez clair sur tel ou tel point que j'aborde, ou que ce soit justement des questions de débat pour dire un désaccord, un autre point de vue. Vous m'y voyez tout à fait ouvert et attentif, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer d'en finir avec la présentation que j'avais esquissée des grandes interprétations du fascisme. J'avais eu le temps la semaine dernière de vous parler de l'interprétation marxiste, des interprétations marxistes qui ont été parmi les plus anciennes. Je voudrais maintenant, dans un deuxième point donc, de ce premier paragraphe de la deuxième partie, aborder donc la vague des années 1960, hein, car c'est à partir de 1960 effectivement que on a vu s'élaborer d'autres grandes interprétations du fascisme que celles qu'avaient préparées les marxistes. Donc, petit 2, la vague des années 60. Alors, pourquoi les années 60? Eh bien, tout simplement parce que à partir de 1960, 15 ans se sont écoulés depuis la double fin du Troisième Reich et de la République de Salo. Et cette distance de 15 ans, eh bien, permet l'émergence d'efforts d'historisation du fascisme. Alors, parmi les théoriciens dont je voudrais rappeler ici le nom, le premier est Seymour Martin Lipset. Je répète donc Seymour Martin Lipset, tel est son nom de famille, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que plus personne ne connaît à part moi, voyez-vous. Hein. Qui est-il? Qui était-il? Eh bien, Lipset était un représentant des sciences politiques américaines, et en 1960, il a publié un ouvrage dont je vous ai écrit le titre sous son nom, Political Man, le sous-titre étant The Social Basis of Politics, hein, les bases sociales de la politique. Ça a été traduit en français, je ne sais plus sous quel titre. Political Man. Bon, donc, quel est le thème essentiel des développements qu'il y consacre au fascisme, hein, qui est loin d'être le seul sujet de son livre? Eh bien, son thème, c'est celui du fascisme comme extrémisme du centre. Hein, voilà ce qu'il faut retenir de Lipset. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour lui, de manière finalement un peu primaire, hein, en règle générale, quand vous êtes pauvre, vous votez à gauche. Quand vous êtes riche, vous votez à droite. Et quand vous appartenez aux classes moyennes, que vous n'êtes donc ni pauvre ni riche, eh bien vous allez voter au centre. Et vous voyez que finalement, on a là une théorie qui reste très influencée par le marxisme. On n'est pas si loin finalement des interprétations de la sociologie électorale du Second Empire qu'on trouve dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Bon. Donc c'est ça la situation normale. Le pauvre vote à gauche, le riche vote à droite et les classes moyennes votent au centre d'après Lipset. Sauf que en cas de crise, eh bien, on va assister à une radicalisation des options politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les nantis vont rester à droite, mais ils vont passer d'un vote conservateur à un vote réactionnaire. Il y a radicalisation. Les pauvres restent à gauche, mais vont passer d'un vote de gauche modéré, du type Parti radical socialiste de la Troisième République entre les deux guerres, vous voyez, à un vote révolutionnaire, du type vote communiste. Donc, radicalisation à gauche des pauvres. Et quant aux classes moyennes, dit Lipset, eh bien, elles vont se radicaliser elles aussi, et elles vont donc passer d'un vote centriste soft à un vote centriste hard, pour le dire dans mes catégories à moi, d'un vote centriste pas
exclusion des extrêmes à un vote centriste par addition des extrêmes. On va additionner extrême droite nationaliste et extrême gauche socialiste, et ça vous donne le vote national-socialiste, le vote nazi. D'accord? Voilà l'idée essentielle de Lipset. Et il faut bien voir que ce point de vue est validé par les analyses de sociologie électorale allemande que l'on trouve dans son livre. C'est l'une des richesses de Political Man. Il y a donc une étude extrêmement précise là-dedans du vote pour le parti nazi, du vote pour Hitler sous la République de Weimar. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que la victoire électorale du nazisme, eh bien, elle a consisté à siphonner les anciens partis du centre de la République de Weimar, les partis donc centristes par exclusion des extrêmes. Il y en avait toute une ribambelle. Les plus importants étaient le DVP de Stresemann. Donc Stresemann est l'un des principaux hommes politiques de la République de Weimar. Il a été chancelier quelque temps et surtout ministre des Affaires étrangères. Il est appuyé par un parti qui s'appelle le DVP, ce qu'on traduit par Parti populaire ou Parti populiste, bon, centriste par exclusion des extrêmes, mais vous avez aussi un parti démocrate, etc., etc. Eh bien, ces partis vont passer, en gros et tous ensemble, d'une centaine de sièges à 2 ou 3, et leur électorat se reporte sur l'électorat nazi. Le seul parti centriste par exclusion des extrêmes qui parvient à résister à la séduction du nazisme est le centre catholique, parce que là, il y a une identité confessionnelle sur laquelle le nazisme ne peut rien. Mais autrement, l'histoire de Weimar valide tout à fait cette analyse de Lipset. Vous voyez ce durcissement du vote des classes moyennes qui passe d'un vote par exclusion à un vote par addition des extrêmes. J'ajouterai un autre argument pour valider cette analyse de Lipset sur le vote fasciste comme un vote des classes moyennes. Un argument qui est tout simplement le choix du vêtement symbolique du nazisme. Je vous ai déjà parlé des fameuses chemises rouges de Garibaldi, ancêtre des chemises noires et donc des chemises brunes, mais il faut bien voir que choisir une chemise comme vêtement, c'est aussi un choix qui, sociologiquement, fait sens, car la chemise, ce n'est pas un vêtement ouvrier. Le vêtement ouvrier du 19e siècle, c'est la blouse, et au 20e siècle, c'est le bleu de chauffe. Bon. Ce n'est pas un vêtement ouvrier, mais ça n'est pas non plus un habit bourgeois. L'habit bourgeois, eh bien, c'est l'habit, justement, vous voyez, la redingote, etc., etc. On a donc, avec la chemise, un vêtement qui est un vêtement des classes moyennes. Et ce serait le moment de rappeler un mot de von Papen. Hein. Vous savez, Papen est ce politicien de la République de Weimar, hein, de l'extrême droite du centre catholique, qui a fait de son corps le marchepied pour permettre à Hitler d'arriver au pouvoir. Donc, personnage sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais dans ses mémoires, il a une réflexion que je trouve assez juste. Il dit que beaucoup des gens qui ont adhéré au SA, qui ont porté la chemise brune, l'ont fait non pas parce qu'elle était brune, mais parce que c'était une chemise, dit-il. C'est une manière de dire qu'ils en étaient à un point, ils n'avaient plus les moyens de s'en payer une. Mais justement, c'est tout à fait significatif sur le plan sociologique d'un choix posé par les classes moyennes. Donc ça, c'est Lipset et c'est le monde interprétatif anglo-saxon. Vous avez un autre théoricien, un autre historien, cette fois-ci des années 60, hein, qui commence à travailler dans les années 60, et qui est Ernst Nolte, et dont il faut connaître le nom. Pourquoi? Ernst Nolte est donc un historien allemand qui est célèbre parce que juste avant la réunification allemande de 1989, il a été traîné dans la boue par la gauche intellectuelle de la République fédérale allemande, l'Allemagne de Bonn, hein, dans le cadre d'un véritable procès en sorcellerie qu'on a appelé la querelle des historiens. La querelle des historiens, ça s'est déroulé entre 1986 et 1988, et en guise de querelle des historiens, eh bien c'est surtout une attaque de philosophes, hein, menée par Habermas,
Habermas est un représentant du post-marxisme dans la République fédérale, Jürgen Habermas, c'est lui qui a donc mené la traque contre un historien tel qu'était Nolte, un historien qui était accusé de révisionnisme. Bon. Il faut savoir que l'œuvre essentielle de Nolte était en fait bien antérieure à cette querelle des historiens. En 1963, il publie une œuvre majeure intitulée « Le fascisme dans son époque ». 1963, le fascisme dans son époque. Et ça a été repris dans cette édition récente qui s'appelle « Fascisme et totalitarisme ». Voyez-vous, donc c'est disponible dans la librairie française. Le fascisme dans son époque. Et quelle est l'idée essentielle que va développer Nolte? Eh bien, c'est celle-ci. Puisque la montée du fascisme en Italie s'opère après la montée de la vague révolutionnaire provoquée en Italie par la Première Guerre mondiale et par la Révolution russe, eh bien, le fascisme doit être compris comme une réaction au marxisme. D'accord? Je le répète. Donc, Nolte observe que en 1919-1920, en Italie, se déroule ce qu'on appelle le Biennio Rosso, les 2 années rouges. Vous avez 2 années de montée révolutionnaire en Italie, et les Italiens ont eu l'impression que leur pays allait basculer dans le bolchevisme. Partout, vous avez des grèves, des occupations d'usines, des émeutes, des manifestations, et on se demande comment ça va tourner. Et le fascisme va se développer, observe Nolte, en réaction à cette montée révolutionnaire. Donc, comment faut-il comprendre le fascisme, dit Nolte? Eh bien, comme une réaction nationaliste, mais qui emprunte ses méthodes au marxisme. Et quelle méthode marxiste, essentiellement, le fascisme emprunte-t-il? 1. Le recours à la violence, et 2. La militance d'un parti de révolutionnaires professionnels. Je le répète, 2 emprunts donc essentiels d'après Nolte du fascisme au marxisme, le recours tranquille à la violence et la militance d'un parti de révolutionnaires professionnels. Et moi, ça m'intéresse parce que ça veut dire que, mine de rien, Nolte, lui aussi, est sensible à la nature ambiguë du fascisme qu'on ne peut donc pas réduire à une simple droite, puisque justement, il y a dans sa définition des éléments qui viennent de la gauche. Je le dis autrement, il me semble que chez Nolte, il y a une sensibilité à ce que moi j'appelle la dimension centriste du fascisme. Bon. Je précise que c'est à cause de cette conception du fascisme comme réaction nationaliste au marxisme qu'il va être accusé de révisionnisme lors de la soi-disant querelle des historiens quand il appliquera la même grille interprétative au nazisme, car il a continué sa réflexion sur les totalitarismes tout au long de sa vie d'historien et il a expliqué le surgissement du nazisme en Allemagne, en gros à partir de 1919, comme une conséquence de la hantise provoquée en Allemagne par la révolution bolchevique russe et par ses contre-coups en Allemagne. N'oubliez pas la chronologie, donc vous avez en novembre 17, la révolution bolchevique, et elle va produire des contre-coups en Allemagne, dit Nolte, en particulier, eh bien, il y a la révolution à Berlin 1 an après, en novembre 1918, et début 19, vous allez avoir la République des conseils à Munich. Ce qui fait, dit Nolte, que toute l'Allemagne a la hantise de sombrer dans le bolchevisme, un bolchevisme qu'on a déjà vu à l'œuvre et dont on sait jusqu'où il peut aller, et il explique que c'est pour une part cette hantise qui va servir d'élément déclencheur à la première montée du nazisme. Et de la secousse, eh bien, on va l'accuser de vouloir minimiser la culpabilité allemande et il va donc être l'objet d'un véritable procès en sorcellerie, il va être dénoncé à la haine publique au point que ces étudiants ont placé une bombe sous sa voiture, chose à ne pas faire, vous vous en souviendrez, d'accord? Voilà pour Nolte.
J'ai parlé du monde anglo-saxon, j'ai parlé de l'Allemagne, et bien dans les années 60, on va voir aussi une nouveauté historiographique venir de l'Italie avec l'œuvre très considérable de Renzo de Felice. Alors, j'écris son nom ici, mais je l'ai déjà, je crois, prononcé ou en cours ou en TD, Renzo de Felice. Alors, qui est cet historien? Eh bien, il est italien, donc, il est juif, et il est communiste. D'accord? Bon, ce qui donne des points de vue extrêmement intéressants pour s'occuper du fascisme. Il va se détourner du communisme après l'écrasement de l'insurrection de Budapest en 1956 par les chars soviétiques. Vous savez qu'à Budapest en 1956, vous avez une révolution, une véritable révolution, qui a d'ailleurs fasciné Hannah Arendt dans son essai sur la révolution, dont je vous ai plusieurs fois, je crois, parlé. Il y a des pages qui sont inspirées par ce qu'elle voit se produire, le surgissement d'un mouvement soviétiste de conseil, vous voyez, en Hongrie, à Budapest, à ce moment-là. Bon, eh bien, les détenteurs patentés de la légitimité révolutionnaire, à savoir le comité central du Parti communiste russe, envoient des chars d'assaut et noient cette révolution dans le sang. Et pour bon nombre de militants communistes, ça a quand même marqué un tournant et le début d'un détachement par rapport au communisme officiel. C'est le cas donc de Renzo de Felice, et il va devenir, après cela, l'un des principaux artisans de ce qu'on a appelé l'historisation du fascisme. Autrement dit, l'idée maîtresse de Renzo de Felice, c'est que, ça fait bientôt 15 ans que le fascisme est terminé, plutôt que de continuer à faire dans l'antifascisme alors que le fascisme est mort, il vaudrait mieux donc en faire un objet d'histoire et non plus seulement un sujet politique. Et donc, cette conviction essentielle de Renzo de Felice va se traduire chez lui par deux choix essentiels sur le plan intellectuel. Tout d'abord, le choix biographique, celui de se concentrer sur le personnage de Mussolini, de rendre Mussolini à l'histoire en l'arrachant à la démonologie que finalement la gauche pratiquait à son propos. Faire de Mussolini un personnage historique et le traiter comme Ramsès II, si vous voulez. Ce qui va donner lieu en 1965 à la parution d'un premier volume d'une biographie de Mussolini dont le titre sonne comme un défi au marxisme tout à fait sclérosé de l'interprétation dominante à cette époque. Et le tome 1 donc, de sa biographie de Mussolini s'appelle Mussolini, il rivoluzionario. Le révolutionnaire, et oser rappeler que Mussolini avait d'abord été un révolutionnaire et qu'à certains égards il l'est resté jusqu'à la fin de sa carrière, c'était évidemment faire scandale. Donc premier choix chez lui, le choix biographique. Et puis deuxième intérêt important de Renzo de Felice, c'est son intérêt pour la thématique du totalitarisme, sa réflexion sur le fascisme comme totalitarisme à l'italienne, ce qui justement permet de réinscrire le fascisme dans une histoire globale des totalitarismes à laquelle appartient aussi donc le stalinisme et donc le marxisme et donc aussi la gauche, au lieu que la gauche, s'agissant du fascisme, se réserve la posture extrêmement confortable de donneuse de leçons de morale. Voyez-vous. Je vous précise d'ailleurs que cet intérêt pour le thème totalitaire ne veut d'ailleurs pas dire que pour Renzo de Felice, fascisme et nazisme soient strictement la même chose. Vous voyez, hein, c'est plus compliqué que cela, mais en tout cas, il fait du totalitarisme un outil intellectuel respectable pour penser le fascisme. Alors de là, une œuvre absolument immense et qui, hélas, est restée inachevé du fait de la mort de Renzo de Felice en 1996. Donc en 1996, il y avait 40 ans qu'il travaillait à cette biographie de Mussolini et il est mort sans avoir pu la terminer, tout en ayant déjà écrit donc 8 volumes absolument énormes et appuyés sur une documentation océanique. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer où est cette biographie là
là chez moi pour que vous mesuriez l'étendue des dégâts. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Là voilà, la biographie de Mussolini par Renzo De Felice. Donc, premier volume, le révolutionnaire. Hein, le révolutionnaire. Deuxième volume, Il fascista. Deuxième volume, donc deuxième tome, Il fascista, avec deux volets, donc la Conquista del Potere, qui nous mène de 21 à 25, et ensuite l'Organizzazione dello Stato Fascista. Bon, ça c'est le fasciste. Ensuite, deux autres volumes considérables, Mussolini, Il Duce, le troisième moment de la vie de Mussolini, Il Rivoluzionario, Il Fascista et Il Duce. Et puis, donc, deux volumes encore, et ça se termine avec un dernier volet qui, lui, a 3 volumes et est resté inachevé, et il s'agit de Mussolini, l'alleato, d'accord? L'allié, avec toute l'ironie d'un titre pareil, qui, évidemment, symbolise la déchéance de Mussolini par rapport, donc, à Adolf Hitler, lorsque celui-ci, eh bien, sera devenu son allié dans la politique de l'Axe. Donc, on a là une œuvre qui est énorme, malheureusement inachevée. Ceci dit, il a quand même publié un livre d'interview qui lui a permis de dire ce qu'il avait à dire d'essentiel, espérons-le, sur le tout dernier fascisme, le fascisme des derniers mois de la République de Salò. Mais vous retiendrez en tout cas que l'œuvre de De Felice, que nous avons à la bibliothèque de l'université, je l'ai fait acheter, eh bien, elle reste une entrée absolument incontournable pour toute étude un peu sérieuse du fascisme italien. C'est vraiment un monument de l'historiographie du XXe siècle. Voilà pour les années 60, et j'ai prévu maintenant un troisième point, un petit 3, donc que j'ai intitulé avec beaucoup d'originalité, après les années 60. Bon. Après les années 60, je voudrais prononcer le nom de deux historiens essentiellement. Tout d'abord celui de Zeev Sternhell. Alors je ne l'écris pas puisque vous l'avez ici sur ce livre, qui était, hélas, parce qu'il est mort l'année dernière, qui était Zeev Sternhell. Eh bien, quand il a commencé son travail d'historien, c'était un jeune juif polonais survivant du génocide. Il avait été caché, je crois, en milieu catholique en Pologne pendant le génocide. Il a réussi à y survivre. Il était né en 1937. Il est venu à Paris après la guerre et c'est fondamentalement à Sciences Po Paris qu'il a été formé à son métier d'historien et ensuite il a enseigné pour l'essentiel de sa vie en Israël où il a milité à gauche, vous voyez, du côté du mouvement La Paix Maintenant, qui essaye d'aboutir à une entente entre Israéliens et Palestiniens. Et ce qui fait le très grand intérêt de l'œuvre de Zeev Sternhell, c'est qu'il a été l'un des premiers, avec Ernst Nolte, que par ailleurs il détestait, je crois que c'était réciproque, il a été l'un des premiers, avec Nolte, à être sensible aux origines françaises du fascisme. D'accord? Et là, il y a un point tout à fait cardinal. Alors, ça va se traduire par son premier livre, en 1972, qui est consacré à l'un des grands écrivains français du second 19e et premier 20e, Maurice Barrès. Alors, Barrès, ça s'écrit comment? Je suis réduit à vous le dire, puisque c'est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup. Il est tout à fait scandaleux que l'œuvre de Barrès ne soit pas disponible en Pléiade, par exemple, pas plus que celle de Joseph de Maistre. Quand même terrible qu'on ne puisse pas trouver des auteurs aussi importants dans la collection la plus prestigieuse de la librairie française. Mais bon, on n'y peut rien. Donc, il consacre en 1972 un livre à Maurice Barrès et le nationalisme français. Il récidive en 1978 avec le livre que je vous remontre et qui s'appelle « La droite révolutionnaire », le sous-titre étant « Les origines françaises du fascisme 1885-1914 ». Donc je répète et je vous prie de noter cette référence parce que c'est peut-être la plus importante finalement dans l'œuvre de Sternhell. 1978, donc, la droite révolutionnaire,
tout est dans ce titre, et le sous-titre, lui aussi, a fait sens, Les origines françaises du fascisme, 1885-1914. Il a continué. 1983, un autre livre qui est resté célèbre est intitulé « Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France », je répète, 1983. Donc, ni droite ni gauche, sous-titre « L'idéologie fasciste en France ». Et puis, en 1989, avec 2 collaborateurs israéliens, il a publié un livre qui s'appelle « Naissance de l'idéologie fasciste ». Il est dans la bibliographie du fascicule que je vous ai communiqué et qui, pour nous, est intéressant parce qu'il est plus centré justement sur l'Italie et moins sur la France. Donc, Maurice Barrès, c'est le nationalisme français, la droite révolutionnaire, ni droite ni gauche, et puis naissance de l'idéologie fasciste. Quel est le cœur de la thèse de Sternel? Eh bien, pour lui, le fascisme réalise l'union de la tradition syndicaliste révolutionnaire, d'une part, et du nouveau nationalisme tel qu'il se constitue en Europe peu avant la Première Guerre mondiale. Je le répète, le fascisme, il unit en lui la tradition syndicaliste révolutionnaire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tradition syndicaliste révolutionnaire? Il y a entre autres l'action directe, la violence, le recours à la violence au nom de l'action directe. D'accord? Une tradition donc syndicaliste révolutionnaire qui est compénétrée l'anarchisme. Bien. Mais le fascisme va unir cette tradition syndicaliste révolutionnaire au nationalisme tel qu'il naît, tel qu'il se constitue, ce nouveau nationalisme, eh bien, à la belle époque, avant la Première Guerre mondiale. Car l'une des idées importantes de Sternel, c'est que cette synthèse fasciste, elle est réalisée dès avant 1914. En France, elle est réalisée dans le boulangisme, et le boulangisme, c'est autour de 1889, retenez cette date, 100e anniversaire de la Révolution française, et bien, naissance, dit Sternel, du premier pré-fascisme français, et en Italie, c'est surtout en 1911, d'après lui, autour de 1911, que, et donc avec la guerre de Libye, c'est le moment donc où les Italiens vont arracher la Libye à la Sublime Porte, à l'Empire turc, à la porte ottomane, donc, eh bien, vous avez des syndicalistes révolutionnaires, et en particulier Corridoni, qui vont accepter la guerre de Libye, qui vont pousser à la guerre de Libye, parce qu'ils considèrent que l'Italie est une nation prolétaire qui doit justement, elle aussi, avoir sa place au soleil, et qu'il est donc tout à fait logique de combiner un combat qui est syndicaliste révolutionnaire, et le combat que l'Italie mène en Libye. Et pour lui, donc pour Sternel, autour de 1911, avec un type comme Corridoni, la synthèse fasciste du syndicalisme révolutionnaire et du nationalisme, elle est déjà constituée. D'accord? Voilà pour Sternel. La position de George Moss est totalement différente. George Moss, totalement, et en même temps, bien sûr, il y a des points de recouvrement. George Moss, alors qui est-il, lui? Eh bien, c'est un jeune juif allemand, à l'origine, qui va passer aux États-Unis en 1933. Quand donc Hitler arrive au pouvoir, la famille de George Moss comprend qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave, et donc fait fuir son fils aux États-Unis. Je crois que ses 2 parents se sont suicidés ensuite en Allemagne. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que ça s'est fini comme ça. Donc il passe aux États-Unis en 1933, et il est donc devenu universitaire là-bas. Il a enseigné essentiellement aux États-Unis et en Israël. Et donc, le point de vue de George Moss est différent de celui de Sternel, parce que lui comprend le fascisme essentiellement comme une résultante de la Première Guerre mondiale. Pour lui, pas de Première Guerre mondiale, pas de fascisme. Pourquoi? Eh bien parce que la Première Guerre mondiale, elle a été, pour des millions de jeunes hommes dans toute l'Europe, elle a été donc au front vectrice à la fois d'égalitarisme et de brutalisation. Égalitarisme. Pourquoi la Première Guerre mondiale est-elle vectrice d'égalitarisme? Eh bien parce que nous sommes à un moment tout à fait spécifique de l'histoire des sociétés européennes où tous les jeunes mâles sont requis
par l'armée. Que vous soyez un jeune bourgeois, que vous soyez un jeune paysan, que vous soyez un jeune noble, voyez-vous, ouvrier, vous allez être requis par l'armée et vous allez être jeté au front. Il y a là un vecteur puissant d'égalitarisme social devant la mort, devant les orages d'acier dont parlera Ernst Jünger. Égalitarisme. Bon. Mais d'autre part, brutalisation, parce que ça veut dire que pendant 4 ans, ces millions de jeunes hommes vont vivre une expérience où la violence est de tous les instants et où ils vont finalement s'accoutumer à voir dans la violence, eh bien, le moyen par quoi tout se règle. Et ce que dit Moss, c'est que après la guerre, les anciens combattants vont transporter dans la vie politique, eh bien, cette expérience qu'ils ont vécue au front, cette double expérience d'égalitarisme et de brutalisation. D'accord? Et il l'a dit essentiellement dans un bouquin qui s'appelle en anglais Fallen Soldiers. Fallen Soldiers, des soldats tombés. Fallen Soldiers, et ça a été traduit en français, nous l'avons à la BU, je ne sais plus sous quel titre, de la Grande Guerre au totalitarisme, je crois, oui c'est ça. Donc Fallen Soldiers, des soldats tombés, et c'est là-dedans, entre autres, qu'il a posé cette réflexion sur la brutalisation. Bon. En quoi cette thèse nous intéresse-t-elle et m'intéresse-t-elle tout spécialement? Eh bien parce que mine de rien, quand Moss dit égalitarisme et brutalisation, mine de rien, vous retrouvez là-dedans une valeur de gauche qui est l'égalité démocratique et une valeur de droite, d'accord, le local, le réel, ce qui existe véritablement et en particulier la force. D'accord? Donc, mine de rien, quand on lit Moss de près, on voit chez lui aussi une sensibilité à cette dimension que moi j'appelle centriste du fascisme, voyez-vous. Mais chez lui, avec cette importance accordée à l'expérience du front. Moss ajoute autre chose. Il explique que l'une des raisons pour lesquelles les anciens combattants, ces anciens combattants qui donc, je le répète, à l'époque peuvent avoir 18 ans, hein, vous pouvez être un ancien combattant à 18 ans, vous n'êtes pas un papy croulant quand vous êtes ancien combattant en 1919, 1920. Eh bien donc, il explique que l'une des raisons pour lesquelles ils vont vouloir reproduire dans la vie politique les conditions qu'ils ont connues au front, c'est leur désir de retrouver dans la vie politique, dans la vie d'après la guerre, la fraternité virile qu'ils ont connue au front. Il ne faut pas oublier que pendant 4 à 5 ans, des millions de jeunes hommes ont été plongés dans une société qui était une société exclusivement masculine. Et il y a donc chez Moss une réflexion sur la dimension politique, d'accord, la dimension politique de ce qu'il appelle l'homo-érotisme du front. Bon, il faut savoir que Moss était lui-même homosexuel et donc particulièrement intéressé par toutes les réflexions autour de l'homosexualité. Et il explique que les mouvements fascistes, à l'origine, ont eu une très forte dimension homo-érotique, homosexuelle, tout bonnement parce qu'ils étaient peuplés par ces jeunes hommes qui, au front, avaient eux-mêmes vécu dans un monde exclusivement masculin et avec de très fortes pulsions homo-érotiques. Et ça vaut la peine d'être rappelé parce que lorsqu'on parle d'homosexualité et de nazisme, il y a un discours ambiant qui est pauvres homos persécutés par les nazis. Vous voyez, alors c'est vrai, pauvres homos persécutés par les nazis, mais on pourrait dire aussi pauvres non-nazis persécutés par les homos nazis. Vous savez à quel point, dans la SA de Röhm en particulier, le recrutement homosexuel a été important et significatif. En tout cas, ce qui est très juste, hein, c'est cette idée que ce qui se passe au front va considérablement contribuer à lancer le nazisme et le fascisme
Et cela comment? Eh bien, en Allemagne, par l'intermédiaire des corps francs. Les corps francs. Alors voilà une expression qui est admirable, si justement on la lit en pensant à ce que Mauss écrit de l'homosexualité du front. Les corps francs, les corps libérés, vous voyez. Bon, eh bien, ces corps soi-disant libérés, c'est aussi ces troupes de soldats allemands qui, sur le front de l'Est, après la capitulation d'Allemagne, vont continuer le combat contre les Polonais ou contre les bolcheviks. Et on sait que ce sont très souvent ces corps francs qui ont été les premiers bassins de recrutement de la SA du parti nazi. Mais en Italie, nous allons avoir un phénomène tout à fait comparable et qui va se traduire par le rôle dans le premier recrutement du parti fasciste, et plus exactement du squadrisme, c'est-à-dire des équipes de gros bras fascistes qui vont aller casser du syndicaliste, des arditi. Qui sont les arditi? Les arditi, littéralement, ce sont les hardis. Les hardis, eh bien, c'était des soldats d'élite de l'armée italienne, employés dans les coups durs, vous voyez, des chiens de guerre, si je puis dire, et ce sont ces arditi qui vont très souvent fournir le premier noyau du futur squadrisme. D'accord? Voilà pour Georges Mauss. Je termine donc cette présentation en soulignant à quel point l'interprétation que je vous propose, voyez-vous, du fascisme, n'est donc pas si hérétique que ça, puisque chez tous ces théoriciens, finalement, il y a la reconnaissance plus ou moins nette d'une dimension centriste du fascisme qui leur paraît à tous, Marx y compris, à des degrés divers, tenir à la fois de la gauche et de la droite, de la révolution et de la contre-révolution. Finalement, quelle est l'originalité de la conception que moi je vous propose dans ce cours du fascisme? Mais il me semble que c'est surtout de faire remonter les origines du processus qui va déboucher sur le fascisme jusqu'à la Révolution française. Parce que, justement, c'est la Révolution française qui déchire le contrat social, qui sépare la gauche et la droite, qui détruit la légitimité et qui, de la secousse, eh bien, ouvre l'espace politique des centrismes, voyez-vous, qui sont justement censés bien refonder le contrat social, recréer une légitimité en réconciliant la gauche et la droite. Je vous ai apporté ici le schéma que je fais souvent au tableau et que j'ai reproduit dans Bonaparte comme précurseur. J'essaierai peut-être de vous l'envoyer par Internet si je peux. Vous savez ce qui se passe lors d'une révolution. Vous avez toujours donc un contrat social que je symbolise ici par cette espèce de pyramide. Vous avez le roi Louis XVI tout à fait en haut, et puis en bas vous avez donc vous avez par exemple Jean Quéméner, ouvrier à l'Arsenal de Brest, et une société qui est composée d'individus, mais d'individus reliés les uns aux autres par un contrat social. Et il y a révolution quand justement ce contrat social explose et que les individus se retrouvent les uns à côté des autres. Vous voyez, Louis XVI pas nécessairement plus haut que Jean Quéméner, et ces individus atomisés, séparés les uns des autres, vont, disent les révolutionnaires, négocier un nouveau contrat social. Et si tout marche bien, on aurait ça comme résultat, Jean Quéméner, président de la République, et Louis Capet, serrurier à l'Arsenal, voyez-vous. Sauf que ce qui se passe, c'est que, justement, la gauche et la droite n'arrivent pas à s'entendre sur ce nouveau contrat, et donc, au lieu d'aboutir à ce nouveau contrat, on a finalement deux partis qui se déchirent, la gauche et la droite, à partir de toute révolution. Et qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Eh bien, le totalitarisme, c'est ce type-là de recomposition, quand un type va jaillir de la masse et imposer sa suprématie à tous les autres qui sont désormais égaux les uns aux autres. Et voilà comment gauche et droite se recomposent dans la situation totalitaire. Vous avez un dictateur monarchoïde qui par là rappelle la droite ancienne, et d'autre part une base plébiscitaire, égalitaire, qui elle rappelle la gauche ancienne, la gauche républicaine. D'accord? Bon. Donc, l'espace politique des centrismes est ouvert par la Révolution, et de la secousse, la volonté de réconcilier
gauche et droite peut aboutir soit à des centrismes par exclusion, soit à des centrismes par addition sur le modèle que je viens de vous dire. Et donc, pour en finir, il y a pour moi totalitarisme. Quand on a quoi? Quand on observe en politique la volonté, tout d'abord. Le totalitarisme, c'est un volontarisme, la volonté d'unir sur le plan idéologique les valeurs extrêmes de la gauche et de la droite, et d'unir sur le plan sociologique un meneur charismatique et une masse atomisée. Alors, je précise ces deux termes. Le meneur charismatique, c'est le type qui n'a aucune autorisation spéciale, aucune légitimité pour devenir le chef, et qui pourtant devient le chef, voyez-vous. Et la masse atomisée, elle est là dès que vous avez une collectivité, une collection d'individus qui a perdu son contrat social. Et il me semble que le fascisme italien correspond tout à fait à l'épure que je viens de rappeler, puisque nous avons bel et bien fusion de la gauche et de la droite, avec le socialisme du premier Mussolini et son nationalisme à partir de 1914, et bel et bien rencontre d'un meneur charismatique et d'une masse atomisée. D'accord? Donc voilà la fin de ce premier paragraphe de la deuxième partie, et j'en consacre maintenant un second, donc grand B, aux antécédents français du fascisme. Grand B, les antécédents français du fascisme. Premier point, donc, France et fascisme. Donc, grand B, les antécédents français. Petit 1, France et fascisme. Il faut bien voir que sur les rapports entre notre pays et le fascisme, il y a un débat historiographique ancien et qui est lié à l'exception française de l'entre-deux-guerres. Car effectivement, si vous regardez l'histoire du continent européen, ça veut dire Angleterre exclue, entre les deux guerres, vous constatez que la France a été la seule puissance du continent à ne pas avoir développé de totalitarisme endogène. Quand je dis la seule puissance, ça veut dire que je ne m'occupe pas du Grand-Duché de Luxembourg, vous voyez. Mais quand vous regardez les grandes puissances continentales, l'Allemagne, elle va générer le nazisme, l'Italie génère le fascisme, la Russie génère le stalinisme, vous voyez. Et chez nous, on a la troisième, voyez-vous, la Troisième République. Et pourtant, il y a des partis fascistes en France, mais des partis qui vont échouer. Alors, quels sont-ils, ces partis fascistes? Vous avez le Parti socialiste français de Marcel Déat, et vous aurez aussi le Parti populaire français de Doriot. D'accord? Donc, connaissez ces deux noms, Déat et Doriot, et ces deux personnages sont intéressants parce que tous les deux, justement, viennent de la gauche. Déat vient du Parti socialiste, la SFIO, et Doriot, c'est encore mieux puisqu'il vient du Parti communiste. Bon, donc ils ont un parcours qui est tout à fait comparable à celui de Mussolini. Ils viennent de la gauche et ils vont fonder des partis qui sont des partis fascistes. Sauf que ça ne prend pas. Voyez-vous, ils ont quelques petits succès électoraux, mais on n'assiste pas en France au raz-de-marée nazi, en particulier sur le plan électoral. De là, donc, la thèse qui s'est développée de l'immunité française par rapport au fascisme. Et cette thèse a été particulièrement défendue par un historien qui s'appelle René Raymond, dans un ouvrage qui est paru pour la première fois, je crois, en 1954, et qui s'appelle « Les droites en France ». Donc, dans les droites en France, il y a l'idée qu'il y a une immunité française par rapport au fascisme, et René Raymond l'expliquait par l'existence en France, depuis la Révolution française, de trois solides traditions de droite qui, occupant tout le terrain disponible à droite, y empêche l'émergence de la nouvelle droite que, selon René Raymond, le fascisme aurait été. Et vous connaissez, j'espère, ces trois grandes traditions de droite en France, d'après René Raymond. Il y a la droite ultra, l'ultracisme, qui se caractérise par le refus absolu de la Révolution française. Il y a, à côté de la droite ultra, une droite
orléaniste qui est conservatrice sur le plan social, hein, c'est un parti de milliardaires et de ducs, vous voyez, mais qui est ouverte sur le plan politique, qui est libérale politiquement, et qui est un parti qui essentiellement veut défendre le Parlement comme le lieu où les élites finalement se retrouvent entre elles. D'accord? L'orléanisme. Et puis, troisième tradition de droite, d'après René Raymond, le bonapartisme qui, justement, combine à l'appel au peuple, eh bien, la dimension monarchique et la volonté d'ordre. D'accord? Donc, disait Raymond, voilà pourquoi il y a cette exception française au cours de l'entre-deux-guerres. Le fascisme, ça ne marche pas en France, parce que le fascisme est une droite, et que à droite, eh bien, le terrain est déjà totalement occupé par nos trois grandes droites traditionnelles. Alors, face à cette thèse de Raymond, vous avez donc eu la thèse d'Eusèbe Sternel, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, et qui est au contraire celle d'une invention française du fascisme. Vous imaginez le scandale quand Sternel a osé dire ça. Car pour lui, le premier proto-fascisme qu'on repère, c'est le boulangisme, donc des années 1885-1889, boulangisme dans lequel Raymond voyait au contraire un avatar de la tradition bonapartiste française. Et puis, dit Sternel, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un deuxième proto-fascisme qui est l'Action française, alors que René Raymond lisait justement dans l'Action française eh bien, une résurgence de la tradition ultra, puisque l'Action française, elle est royaliste. D'accord? Donc tel est le débat. Quel est mon point de vue? Eh bien, de René Raymond, moi, je ne partage pas du tout la conviction que le fascisme soit une droite, voyez-vous. Et comme je ne vois pas dans le fascisme une droite, eh bien, ça fait tomber l'argument de René Raymond qui explique justement l'immunité française de l'entre-deux-guerres par rapport au fascisme par la force de nos trois traditions de droite, voyez-vous. Et j'ajoute que d'autre part, je ne suis pas du tout persuadé qu'en France, il y ait trois traditions de droite. Pour moi, ni l'orléanisme ni le bonapartisme ne sont des droites, puisqu'ils acceptent quelque chose de la Révolution. L'orléanisme en accepte, si vous voulez, l'héritage parlementaire, délibératif, et le bonapartisme, il en accepte la dimension jacobine, plébiscitaire, démocratique radicale. Bon, on a donc là, non pas des droites, puisque la droite se caractérise par le rejet total de la Révolution, mais des centrismes. L'orléanisme est finalement un centrisme par exclusion des extrêmes, et le bonapartisme est un centrisme par addition. D'accord? Quant à l'explication de l'immunité française par rapport au fascisme au cours de l'entre-deux-guerres, eh bien, moi, je la vois ailleurs. Il me semble qu'elle est essentiellement liée à la victoire française de 1918. La victoire de 1918 en France, elle va pérenniser les effets de l'union sacrée de 1914. Vous savez qu'en 1914, pour la première fois depuis la Révolution, la gauche et la droite, finalement, se réconcilient dans tous les partis, dans tous les pays d'Europe, ce qui a pour effet de refermer la vacance de la légitimité ouverte en 1789 et de refonder le contrat social. Mais pour que ce soit durable, cette réconciliation qui referme l'espace politique dans lequel les totalitarismes devenaient possibles, vous voyez, hein, eh bien, il faut que l'union sacrée soit validée par la victoire. Alors, je précise, pourquoi l'union sacrée referme-t-elle l'espace politique dans lequel les totalitarismes deviennent possibles, et donc aussi les fascismes? Bien, tout bonnement, parce que le programme politique d'un totalitarisme, c'est de réconcilier gauche et droite par addition des extrêmes. Mais si la gauche et la droite sont déjà réconciliées, comme justement ça arrive dans l'union sacrée, eh bien, il n'y a plus de marché pour un totalitarisme. Vous comprenez? Bon. Mais encore faut-il que cette opération de réconciliation réalisée dans l'union sacrée soit pérennisée par la victoire. Or, la seule puissance du continent qui remporte une victoire en 1918, ben c'est nous. D'accord? La Russie, d'abord, elle perd la guerre en 1917, l'Allemagne la perd en 1918, et l'Italie la perd ou croit la perdre en 1919, à Versailles, au tapis vert. Ça va être le thème de la victoire mutilée. Bon. Donc, on n'a, je crois, pas besoin de faire appel à
cette idée de trois vieilles traditions de droite en France pour comprendre l'immunité française par rapport au fascisme. Dans l'entre-deux-guerres, le fascisme ne se développe pas en France tout bonnement parce que proposer la réconciliation de la gauche et de la droite, c'est perdre son temps. Ça s'est déjà fait. Le régime français a retrouvé une légitimité. La vacance de la légitimité s'est refermée. Donc, de ce point de vue-là, sur tous ces points de vue, je ne suis pas bien d'accord avec René Raymond, et la chose est notoire. Mais il y a au moins une intuition qui me paraît précieuse dans les droites en France, et c'est cette idée qu'il faut remonter jusqu'à la Révolution française pour comprendre le XIXe siècle, et en particulier pour comprendre le boulangisme. De Sternel, qu'est-ce que je retiens, moi ? Je retiens qu'il y a justement une genèse française de ce qui nous occupe, et je suis d'accord avec lui quand il voit dans le boulangisme, puis dans l'action française, des proto-fascismes, des pré-fascismes. En revanche, je ne peux pas accepter le point de départ qu'il fixe à tout ça en 1885. Vous savez donc, je vous le montrais, la droite révolutionnaire, le sous-titre nous parle des origines françaises du fascisme, et je suis d'accord, mais il fait commencer ça en 1885 avec le général Boulanger. Eh bien, pourquoi ne puis-je pas partager ce point de vue ? Précisément parce que ça équivaut, de sa part, à un refus de remonter jusqu'à la Révolution française, voyez-vous. Et je pense que chez Sternel, ce refus d'aller jusqu'à la Révolution française pour penser les origines du fascisme est fort probablement lié à son judaïsme, vous voyez, parce que chez les Juifs, il y a cette conviction fondée que la Révolution française a ouvert pour eux l'âge de l'émancipation. Vous savez que, fondamentalement, de la fin de l'Antiquité, au moins, vous voyez, jusqu'à la Révolution française, ce que vivent les Juifs, c'est l'âge du ghetto. Comme ils sont juifs, ils ne peuvent pas être membres de sociétés européennes qui sont des sociétés qui sont politiquement chrétiennes, dont le contrat social est chrétien. Donc le lieu des juifs, c'est le ghetto. Et il porte donc un regard fondamentalement favorable à la Révolution française, parce que la Révolution française, détruisant ce contrat social ancien qui est chrétien, eh bien, les Juifs peuvent quitter le ghetto et devenir des citoyens comme les autres, puisque justement, le contrat social européen ne repose plus sur le christianisme. Voyez-vous. Donc il y a chez les Juifs l'idée que la Révolution française est un événement pour eux fondamentalement positif. Ce qui est tout de même oublié que l'âge de l'émancipation qui s'ouvre en 89, eh bien, il se termine pour les Juifs à Auschwitz. Voyez-vous, il me semble qu'il y a quand même là un point qui est fondamental. Et à mes yeux, au contraire, il est parfaitement logique que les plus anciens proto-fascismes s'élaborent en France, parce que c'est chronologiquement en France d'abord qu'a eu lieu la Révolution. Et il est donc parfaitement logique que ce soit chez nous aussi que toutes les conséquences politiques possibles en aient d'abord été tirées. C'est chez nous qu'on a assisté à la radicalisation de la droite, qui commence par réclamer seulement le retour à l'ancien régime, puis qui va passer au nationalisme, puis qui ira jusqu'au racisme avec des gens comme Gobineau ou Vacher de la Pouge. Radicalisation de la droite. Mais tout autant, radicalisation de la gauche. La gauche, elle va être d'abord républicaine, vous voyez, puis socialiste, puis communiste, puis anarchiste, etc., etc. On verra aussi toute une pléiade de centrisme par exclusion, un thermidor, l'orléanisme, la Troisième République, et puis nous allons voir donc naître chez nous, il est parfaitement logique que ce soit chez nous d'abord que ça se soit produit, des centrismes par addition jusqu'au proto-fascisme. Alors je vais en évoquer trois rapidement, un pré-fascisme français. Je vais donc montrer dans quelle mesure on peut considérer comme des proto-fascismes, eh bien le bonapartisme, le boulangisme et l'action française. Donc, deuxième point, dans ce grand B consacré aux antécédents français, donc petit 2, du bonapartisme comme antécédent du fascisme. Donc, je répète, petit 2, du bonapartisme comme antécédent
du fascisme. Et c'est donc une thèse que je viens d'exposer dans ce livre que je vous remontrais tout à l'heure, Bonaparte comme précurseur. Il y a des points communs, si vous voulez, entre Bonaparte et Mussolini, entre le bonapartisme et le fascisme, qui sont saisissants. Et déjà, il y en a un qui est quand même capital et qu'on ne rappelle jamais, c'est que dans les deux cas, il y a un Italien comme inventeur. Hein. Bonaparte est corse, vous voyez, une Corse qui était française depuis 1 an, je crois, péniblement, au moment où il est né. Un Italien comme inventeur. D'autre part, on a quand même une durée assez comparable de l'expérience, hein, 16 ans dans le cas français, 20 ans dans le cas italien, et surtout, chez Bonaparte, comme dans le fascisme, on a l'union de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Alors, c'est quoi le gauchisme de Bonaparte? Je rappelle le jacobinisme originaire de son parcours. Hein, il commence en politique dans la clientèle de Robespierre. Ce jacobinisme, il va le maintenir très largement dans son œuvre, avec cette centralisation que nous avons héritée de Bonaparte et qui nous étouffe, mais que lui-même a hérité du jacobinisme. Il maintient d'autre part l'égalité devant la loi, et l'autoritarisme même de Bonaparte est un héritage du jacobinisme. Mais surtout, vous le savez, chez Bonaparte, une caractéristique du bonapartisme qui est fondamentalement jacobine, c'est l'appui sur la démocratie radicale du plébiscite. Ce sont les Jacobins qui ont introduit le plébiscite dans nos institutions, et quand Bonaparte fait valider son coup d'État par un plébiscite, il est on ne peut plus jacobin. Quelle est la dimension de droite du bonapartisme? Eh bien, le fait que chez Bonaparte, il y a une rupture avec l'universalité jacobine, dans la mesure où le pouvoir est désormais incarné, réincarné en sa personne. C'est le local poussé à son comble, un homme, voyez-vous, dans la Constitution, disait cette poissarde parisienne en 1799, il y a Bonaparte. Voyez-vous, il y a un homme. Et d'autre part, on a donc là une dimension monarchoïde qui rappelle l'Ancien Régime. On a donc bien là la structure de la recomposition totalitaire, clac, la base plébiscitaire, tout le monde aligné les uns à côté des autres, et au-dessus, un dictateur. Bon. À quoi on peut ajouter la dimension totalitaire de la volonté bonapartiste de remodelage humain, social de la France. On y insiste, je crois, pas assez. Il y a eu chez Bonaparte la volonté de remodeler profondément la société française, et ça s'est traduit, entre autres, dans son œuvre, par la naissance d'un système scolaire désormais contrôlé par l'État, et non plus au service des familles ou de l'Église. Ne l'oubliez quand même jamais, jusqu'à la Révolution française, quelles sont les deux instances qui sont en charge de l'éducation des enfants? Ce sont les familles et c'est l'Église. Eh bien, à partir de Bonaparte, pour la première fois, vous allez avoir une ambition éducative de l'État. Et quand on y pense, enfin, ça devrait sauter aux yeux. On nous dit que les totalitarismes, les fascismes ont enrégimenté la jeunesse, et on a raison de nous le dire. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne les pionniers en URSS, ça nous donne la Hitlerjugend en Allemagne, et ça nous donne quoi? Ça nous donne les Balila en Italie. Et vous les voyez en uniforme, défiler, ils sont bien contents. Vous cherchez le premier exemple de jeunesse enrégimentée en Europe. Eh bien, vous avez les élèves du lycée napoléonien. D'accord, qui font leur mouvement en ordre serré, qui portent un uniforme, qui vont en tôle quand on n'en est pas conscient. Donc il y a là une tentative d'enrégimentement de la jeunesse, et il s'agit de formater des cadres qui feront socialement ce que Bonaparte veut qu'on fasse. Il y a là quelque chose qu'il faut retenir et que nous perdons de vue, parce que, évidemment, notre institution scolaire descendant en droite ligne de Bonaparte, il est politiquement tout à fait incorrect de rappeler que notre institution scolaire, elle est la fille du premier enrégimentement de la jeunesse qu'on ait vu dans l'histoire contemporaine de l'Europe.
D'autre part, un deuxième argument qui est quand même essentiel pour empêcher qu'on nie les liens entre bonapartisme et totalitarisme, c'est tout simplement le second bonapartisme. Quand je vous parlais de l'interprétation marxiste la dernière fois du totalitarisme, le meilleur de cette interprétation s'est élaboré à partir de l'opuscule que Karl Marx a consacré au second bonapartisme, donc le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, c'est en regardant le second bonapartisme que Marx a été traversé d'intuitions géniales qui lui ont permis de pressentir ce que seraient les totalitarismes du XXe siècle. Eh bien, la tête sur l'échafaud, il me semble qu'on ne me fera pas dire qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'à cause de cet argument, de lien entre le bonapartisme et le totalitarisme. Je vous remercie de votre attention.